Dans cette séance de la série Soirée avec Shadali, l'orateur va approfondir le thème de la réalisation du yoga intégral. Il rappelle que les 6 perfections du yoga intégral sont précédées par le 7e, la purification, qui mène à la libération et à la perfection. Cette purification est essentielle car elle permet de se libérer de l'identification au corps et à la matière, afin de découvrir notre véritable nature divine. Cette démarche consiste à démêler les nœuds de notre complexité psychologique et à séparer les fils entremêlés pour ensuite les organiser de manière harmonieuse, permettant ainsi à une puissance supérieure de s'exprimer à travers nous. Il est souligné que cette démarche diffère de l'approche ascétique qui consiste à couper les nœuds pour s'échapper, tandis que le yoga intégral vise à démêler les fils pour vivre pleinement notre être intérieur. Ainsi, la séance se concentre sur la compréhension de cette complexité psychologique et de la façon dont le yoga intégral permet de la transcender pour se réaliser dans la divinité. Dans cette discussion, l'auteur souligne la nécessité d'une psychologie plus approfondie pour résoudre nos problèmes. Il affirme que nous sommes des esprits utilisant l'esprit, la vie et le corps pour expérimenter et se manifester dans l'univers. Cette idée centrale de notre nature spirituelle peut sembler complexe, mais l'auteur nous encourage à avoir foi en cette vérité et à explorer les étapes et les expériences qui suivront. Il explique que l'esprit est infini et capable de se limiter pour vivre des expériences individuelles et communautaires. De plus, l'esprit se joue de lui-même, se cachant et se redécouvrant pour expérimenter la joie de la découverte. L'auteur mentionne également le supermental comme un 4e instrument utilisé par l'esprit pour atteindre la perfection spirituelle. En comprenant ces concepts plus profonds de la psychologie, nous pouvons redécouvrir notre véritable nature et vivre une vie véritablement libérée. L'énergie n'a pas de pouvoir créateur en soi, mais elle révèle le pouvoir de son propre enchantement et de son être qui est supramental. L'une des caractéristiques du supramental est qu'il ne peut pas devenir ignorant, et même s'il le souhaite. Il peut se cacher ou se limiter, mais il sait toujours ce qu'il a caché et ce qu'il a limité. En revanche, l'esprit dérivé du supramental est fondamentalement ignorant et limité. Il peut se débattre, se perdre dans l'inconscience totale ou s'élever vers une conscience croissante visant à atteindre une conscience complète, mais il ne peut jamais l'atteindre. Cependant, notre esprit, bien qu'il ne puisse pas parvenir à une connaissance complète, est dérivé d'une connaissance complète et peut s'ouvrir à quelque chose qui nous permet de nous élever vers la complétude qui est le supramental. Cela est possible parce que nous, en tant qu'esprit, nous nous souvenons que nous sommes d'abord esprit et avons choisi de nous incarner dans le sprite. Ainsi, si nous prenons du recul, nous retrouverons toujours notre pleine connaissance et développerons même la pleine possibilité de l'instrument à un niveau supramental. Le supramental est notre principal instrument pour la vraie connaissance et il fonctionne à travers l'esprit, les énergies vitales et le corps physique en permettant une diminution de son action pour correspondre à leur niveau réel de conscience. Le supramental travaille automatiquement dans la matière, où il y a une action automatique et une effectuation de l'idée cachée dans les choses. C'est ce qui est décrit comme les lois de la physique, mais en réalité, c'est l'action du supramental qui se manifeste de manière automatique. Il est important de regarder le monde entier à travers cette perspective et de reconnaître que tout ce qui se passe dans la matière est l'effet de l'action automatique du supramental. Cela nous permet de comprendre que la physique ne fait que décrire les choses et non les expliquer. En regardant le monde de cette manière, nous pouvons peut-être comprendre davantage la vie et l'esprit, en reconnaissant qu'ils sont également influencés par le supramental, bien que de manière différente de la matière. Dans cet extrait, l'auteur affirme que le superconscient, ou supermind, est à l'œuvre dans tous les aspects de la vie, de la matière à la conscience. Il explique comment le supermind se manifeste dans la croissance des cristaux, des plantes et des êtres vivants, ainsi que dans nos propres pensées et idées. Le supermind est décrit comme une illumination directe et efficace de l'intelligence et de la volonté. Il est la manifestation de l'esprit dans sa réalité propre, une existence infinie, une conscience infinie, une béatitude infinie. L'auteur conclut en affirmant que nous sommes aussi ce superconscient, mais nous n'en sommes pas encore pleinement conscients. Il nous invite à reconnaître cette présence intime du supermind et à explorer notre propre niveau de conscience correspondant. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous devons examiner comment l'esprit utilise 2 aspects différents, Purusha et Prakriti, qui sont la nature et l'âme. La nature représente tout ce que nous voyons autour de nous, y compris notre propre corps, qui est façonné par la nature elle-même. D'un autre côté, l'âme représente l'observateur qui est plus proche de l'esprit pur, bien que pas encore complètement réalisé. La nature est le pouvoir de l'esprit qui se développe, se manifeste et s'épanouit en utilisant la volonté, la force et l'énergie. Cependant, de l'autre côté se trouve la conscience, qui représente la volonté qui s'écoule sous forme d'énergie. L'esprit utilise cette force, appelée Shakti, pour dissimuler et découvrir sa propre existence. Lorsque l'esprit choisit de s'expérimenter dans l'infini à travers des apparences finies, alors nous avons l'univers. L'esprit joue également les rôles de l'âme universelle qui s'est développée dans le pouvoir de devenir, et de l'âme individuelle qui se concentre sur une expérience spécifique dans l'univers. Il est important de reconnaître que nous, en tant qu'individus, sommes à la fois soutenus par l'esprit universel et faisons partie de cet univers. En retrouvant notre véritable nature spirituelle, nous pouvons expérimenter et reconnaître tous les individus et toutes les formes en nous-mêmes.
L'univers se déroule en nous, car nous sommes en tout dans l'univers entier. Cette expérience n'est pas difficile, car elle soutient notre expérience individuelle. Notre véritable équilibre spirituel n'est pas loin, mais se trouve juste derrière nous. Si cet équilibre ne nous soutenait pas, nous ne serions pas ce que nous sommes. Notre esprit a le pouvoir d'être toutes ces choses à la fois, en utilisant sa propre puissance créatrice appelée nature ou Shakti. Il peut soutenir, rejeter, modifier, jouer avec tout ce qui est créé. Notre véritable puissance réside dans notre foi en ce que nous avons le potentiel de devenir. Ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous deviendrons dépendent de la volonté active de notre esprit conscient dans nos instruments, notre esprit, notre vie et notre corps. Si nous avons la foi que nous pouvons devenir quelque chose, alors nous changerons et évoluerons dans la nature pour découvrir cette réalité. Cette puissance de l'âme sur sa nature est essentielle dans le yoga de l'auto-perfectionnement. Sans elle, nous ne pourrions pas sortir de notre état humain imparfait ni nous perfectionner consciemment. Le moyen d'en sortir est notre propre effort conscient et notre aspiration, basée sur notre conviction profonde de qui nous sommes et de qui nous pouvons devenir. Cette conviction profonde combinée à notre aspiration et à notre effort nous donne l'expérience directe de la réalité que nous sommes en train de devenir, à condition que notre foi soit forte et que notre effort soit concentré. Dans ce texte, l'auteur explique le concept de liberté et de limitation de l'âme dans le yoga de l'auto-affection. L'âme, qui est considérée comme la force spirituelle, a le pouvoir de choisir sur quel plan de conscience elle veut se concentrer. Cependant, une fois qu'elle entre dans le monde de l'esprit, elle accepte déjà une complète soumission à la nature, ce qui limite sa pleine puissance spirituelle. Ainsi, la liberté de choix devient restreinte et l'âme semble être liée à une relation de pouvoir limitée. L'auteur explique également qu'il existe une séparation entre la conscience et la puissance d'action de la nature, ce qui crée une limitation pour l'âme. Lorsque l'âme se concentre sur la connaissance, elle a une claire conscience de sa nature mentale, tandis que lorsqu'elle s'oriente vers l'ignorance, elle s'identifie avec le corps, l'esprit et la vie, provoquant un sentiment de limitation et d'attachement. L'auteur met en évidence l'importance de choisir de se concentrer sur la connaissance plutôt que sur l'ignorance, car cela permet à l'âme de retrouver sa liberté. Il utilise également l'analogie des jeux vidéo et des films pour illustrer comment on peut s'immerger et s'identifier à un personnage, provoquant ainsi une perte de conscience de soi. Finalement, l'auteur souligne que le choix de se concentrer sur la limitation ou sur la liberté détermine l'expérience de l'âme. Dans ce texte, l'auteur évoque le processus de se détacher de l'identification avec le corps et l'ego afin de retrouver la liberté et la maîtrise de soi. Il compare cette démarche à la façon dont on réagit devant un film. Lorsque nous nous identifions avec les personnages, nous sommes emportés par l'histoire, mais lorsque nous prenons du recul, nous pouvons observer l'histoire sans nous laisser submerger par nos émotions. De la même manière, dans la vie, nous pouvons choisir d'accepter notre nature et nos comportements limitants, ou bien nous pouvons prendre du recul et chercher à nous libérer de ces schémas. L'auteur explique que cette tendance à s'identifier au corps et à oublier notre véritable nature consciente est ce qui se produit lorsque nous naissons. Au fil de notre évolution, nous commençons à nous souvenir de ce que nous avons oublié, à chercher quelque chose de plus profond et de plus significatif dans notre vie. L'auteur indique qu'il est possible de retrouver cette pleine conscience de soi en développant la pratique du yoga, qui permet d'explorer les différentes dimensions de notre être et d'élargir notre conscience. Cependant, il souligne que ce processus ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il faut accepter d'expérimenter les différentes étapes de l'évolution humaine. Une fois que l'on atteint ce stade, l'auteur explique que l'on doit se tourner vers l'esprit et le mental comme outil primaire pour retrouver notre véritable identité et changer notre relation avec les corps et l'ego. En prenant conscience de notre nature supérieure et en nous détachant de l'identification mentale et physique, nous pouvons accéder à la réalité de notre être véritable et devenir maître de nous-mêmes. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de se détacher de l'identification à l'ego et d'entrer en contact avec notre âme intérieure. Il compare cette libération à sortir d'un film dans lequel nous nous sommes identifiés à un personnage. Cela nous permet de prendre du recul et de voir que nous ne sommes pas seulement notre esprit, notre corps et nos émotions, mais un être mental capable de choisir notre propre expérience de vie. L'auteur explique que l'objectif de ce mouvement est d'atteindre la liberté et la maîtrise de notre âme. Pour cela, il recommande de pratiquer l'observation de soi et de s'éloigner des patterns de comportement habituels afin de se connecter à nos désirs les plus profonds. En faisant cela, nous pouvons commencer à vivre une vie authentique et multidimensionnelle. La personnalité n'est qu'une composition de la nature, tandis que l'individu est la conscience mentale qui peut surpasser les préférences et les limites imposées par la nature. L'individu peut choisir librement les capacités à développer et façonner son propre destin. Cela nécessite un effort pour se détacher des tendances mentales et développer une nouvelle conscience de soi. Il existe 3 intuitions qui permettent d'atteindre cet état de recul mental, ou l'observateur de l'action de l'esprit. En se concentrant sur ces intuitions, il est possible de prendre conscience de son existence plus profonde et de se rapprocher de l'âme véritable. Le processus n'est pas un combat ou une lutte contre les pensées, mais plutôt une prise de conscience de la partie de nous qui est déjà en retrait et de s'immerger dans cette conscience. Cela permet de réaliser que les pensées et l'esprit ne sont pas notre identité réelle.
Même si l'on atteint cet état, on reste dans une qualité de conscience mentale, bien que cette conscience de soi en tant qu'observateur soit le point de liaison vers une conscience plus pure et détachée. Dans ce texte, on nous parle de deux natures mentales distinctes, qui sont responsables de l'action de discrimination et de combinaison de la pensée, de la volonté, des émotions, des tempéraments, du caractère, de l'ego et des sensations. Ces natures agissent sur la base des impulsions vitales et des besoins du corps physique, mais elles ne sont pas limitées par celles-ci et sont capables de leur donner de nouvelles directions grâce à la pensée et à l'imagination. L'auteur nous invite à prendre conscience de cette réalité et à observer attentivement notre propre comportement, ainsi que celui des autres et de la nature qui nous entoure. Il souligne également qu'il y a une intuition d'une réalité plus vaste et plus grande que notre action présente, à laquelle nous pouvons nous ouvrir et nous connecter. Cette intuition nous amène à réaliser que nous sommes bien plus que ce que nous pensons être, et nous invite à explorer notre potentiel spirituel et supramental. L'auteur suggère d'affiner cette intuition en cultivant la foi et l'énergie concentrée, et en se détachant des aspects superficiels de notre personnalité pour embrasser notre véritable essence. Le sujet est soumis aux compulsions de la nature et à ses limitations, mais il y a une intuition plus profonde derrière cela, une intuition qui ouvre sur quelque chose de plus vaste. En se laissant subtilement porter par cette intuition, on ressent une intensification des tapas, une sorte de pression légère qui pousse à s'ouvrir et à approfondir cette expérience pour se reconnecter à une réalité plus profonde. Cette ouverture vers le subliminal permet à la conscience de s'ouvrir à l'esprit subliminal et à quelque chose de plus grand. Cela conduit à la troisième et plus grande intuition, qui est au-delà de l'esprit et aussi différent de l'esprit que l'esprit l'est de la vie physique et du corps. C'est une intuition qui dépasse les mots, mais qui peut être atteinte en se concentrant dessus et en s'ouvrant à elle. Il est commandé de commencer par développer la première intuition, puis de plonger plus profondément dans la deuxième intuition et enfin d'approfondir la troisième intuition au fil du temps, que ce soit sur quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Cependant, il y a un problème. Le mental purusha, la conscience individuelle, peut à tout moment se laisser emporter à nouveau par les actions superficielles auxquelles il s'est désengagé précédemment. Il peut se laisser absorber dans les mécanismes de l'esprit, de la vie et du corps et se perdre dans leur activité récurrente. Cela peut se produire de manière inévitable, mais une fois que ce mouvement séparatif a été fait et vécu pendant un certain temps, il ne peut plus revenir à ce qu'il était auparavant. Vivre dans cette immersion pendant un certain temps change profondément la perspective et on ne peut plus être aussi hypnotisé qu'auparavant. Même si on peut encore s'identifier et se réengager dans les actions superficielles, on ne sera plus le même. On ne sera plus complètement absorbé par elles. Il y a une volonté de se détacher de l'action superficielle et de revenir à une expérience pure de soi-même. Cependant, il est également possible d'utiliser cette posture pour transformer nos instruments, le mental, le vital et le physique, et les rendre plus complets et parfaits. Si notre objectif est non seulement d'être libre grâce au détachement de la nature, mais aussi d'être parfait dans notre maîtrise de soi, nous devons examiner notre action mentale, vitale et physique pour découvrir les nœuds qui nous empêchent d'être libérés, trouver les clés de l'imperfection et toucher du doigt la clé de la perfection. Il faut noter que lorsqu'on se désengage un peu, on réalise l'automatisme de la nature, même nos pensées sont automatiques. On observe notre personnalité évoluer de manière automatique, on peut anticiper nos réactions, mais on réalise aussi notre liberté de choix. Il y a une lutte entre notre volonté de liberté et la tendance de la nature à nous lier dans ces patterns mécaniques. Il est intéressant de noter qu'on peut même arrêter notre mental en choisissant de ne pas s'y engager, mais la nature ne permet pas de se libérer complètement. On a une certaine liberté de choix, mais elle est limitée. Finalement, l'auteur soulève la question de la volonté libre, qui semble imparfaite voire illusoire puisque notre volonté est elle-même une création de la nature et déterminée par nos actions passées. Cependant, il y a une forme de consentement et de sanction de ce que la nature fait, et nous semblons pouvoir choisir entre certaines possibilités bien définies, même si elles peuvent être limitées. Dans ce texte, il est souligné que le choix que nous pensons avoir dans la vie est en réalité une illusion. Nous ne pouvons pas faire des choix radicalement différents car la nature nous impose des limites et des contraintes. Par exemple, lorsque nous allons au restaurant, nous pouvons choisir un menu, mais au final, le restaurant décide ce qu'il veut nous servir. Nous ne pouvons pas non plus altérer radicalement la nature ni influencer librement notre volonté. Il y a une dualité de dépendance, où la nature dépend de notre consentement pour nous piéger dans son jeu, tandis que nous dépendons des lois et des limites de la nature pour exercer notre liberté. Cependant, même si nous acceptons cette dépendance, il y a toujours en nous un sentiment de libre arbitre qui refuse d'accepter les limitations. Mais cette assertion de libre arbitre est neutralisée par la détermination de la nature qui nous dit voilà tout ce que tu peux faire. L'auteur souligne néanmoins que nous pouvons participer et jouer librement avec la nature, mais dans certaines limites imposées par elle. La vraie maîtrise de soi se trouve dans le passage à une conscience supérieure, le super-esprit, où nous pouvons agir librement tout en étant en harmonie avec la nature. Cependant, cela nécessite une ascension de la conscience et une purification de l'ignorance habituelle qui nous empêche de devenir libres de ce que nous sommes déjà. Il y a 2 ou 3 principaux obstacles à notre liberté, l'ego, le corps limitant et d'autres interactions complexes de conscience, de substance, de mental et de vital.
La purification de ces obstacles conduit à la libération et ultimement à la perfection. Le texte se termine en annonçant que la prochaine étape sera de discuter de la nature de cette purification, du conflit qui nous entrave et de la façon dont nous pouvons retrouver notre équilibre dans le Sachidananda, vivant en tant qu'esprit conscient dans une participation libre à cette manifestation. Dans cet enseignement, il est dit que la vraie liberté n'existe pas tant que le supermind agit toujours de manière limitée. Il est proposé de développer les 3 intuitions et de se concentrer principalement sur la première, qui est la plus accessible. En pratiquant cette première intuition, il est possible d'atteindre la deuxième et éventuellement la troisième. La clé de cette pratique réside dans la foi innée et l'effort concentré, soutenu par l'énergie divine qui agit en nous. Il est recommandé de se tourner vers cette énergie, de se souvenir d'elle et de permettre à son énergie de nous amener à une expérience plus complète. Ce processus de self-perfection repose sur une fondation spirituelle qui est toujours présente et dont nous devons nous rapprocher de plus en plus. Il est suggéré de prendre quelques instants pour méditer sur ces idées, avec l'intention de les mettre en pratique dans notre vie quotidienne.